Donc, je m'appelle Frédéric Delossalle, je suis paysagiste, jardinier, photographe et autodidacte. Tout jeune et passionné d'oiseaux, je voulais être ornithologue. Et je me suis curieusement retrouvé en école d'agriculture dans les années 70, époque à laquelle on nous demandait de préparer des rations fourragères avec du papier pour l'avènement de la vache folle qui surviendrait 15 ans plus tard. J'ai arrêté mes études en première, puis j'ai suivi une formation de menuisier. Je n'étais pas très bon et la profession m'a vu reprendre d'un bon œil des études en école d'art où j'ai appris à désapprendre. J'ai eu mon équivalence de bac aux Beaux-Arts et je me suis présenté à l'IDEC, la FEMIS, maintenant, Institut des hautes études cinématographiques, qui ne m'a pas retenu. Et là, le ciel me tombait sur la tête car je ne comprenais absolument pas comment il pourrait se passer de moi, mais j'apprenais dans le même temps qu'ils avaient refusé Louis Malle, alors ça passait mieux. Je me suis alors orienté vers le montage film, sur le tas, comme on dit, en faisant des stages, 3 longs métrages et on devient monteur, 3 courts métrages valent un long. Je vous laisse calculer le nombre de combinaisons que cela peut faire. En tout cas, je faisais mon premier stage avec Alain Fleischer sur l'œuvre de Pierre Klossowski, Robert ce soir, et cela me paraissait mieux qu'avec Gérard Houry, mais je ne saurais d'ailleurs jamais si c'était juste. J'arpentais les salles de montage de Joinville-le-Pont pour trouver des stages. Cependant, le cinéma est un métier où il faut savoir attendre le coup de fil qui va vous faire travailler, et ça m'était impossible. Je suis rentré à Lille où j'ai commencé une formation comme assistant photo dans un studio de prise de vue. Je passais tout mon temps libre à me familiariser avec l'utilisation d'une chambre photographique, à comprendre l'utilité de chaque source de lumière et à lui trouver une utilisation détournée. Et au bout d'un an, j'étais photographe. Enfin, disons qu'on m'avait donné mon plateau de prise de vue. Là, j'étais aussitôt débauché par le studio concurrent où je commençais une belle carrière de photographe vedette. J'avais surpris les propos du commercial qui semblait bien connaître son affaire. Au bout de 5 ans, je montais mon propre studio que j'appelais Nemo, faisant référence au poème épique d'Homère où Ulysse échappe au cyclope en se faisant appeler Nemo, personne. Le cyclope, un pieu planté dans l'œil par Ulysse, hurlant sa rage et sa douleur, disant à ses voisins que personne ne l'avait attaqué. Peu de temps après, le film Nemo est sorti et j'aurais dû faire un procès à Disney car l'énergie que j'ai dû passer les années suivantes pour expliquer que je n'avais rien à voir avec ce petit poisson, que je n'avais même jamais vu ce film, ne me faisait pas passer pour quelqu'un de très sociable. En 1994, je cherche un terrain pour y faire un jardin et y construire notre maison. Je vois une annonce dans Cadre calme et verdoyant, Fermette à rénover, et avec mon ami François Andrieux, nous visitons le site de 3 hectares. François pense le projet est faisable, même si la ferme à rénover est en réalité une ruine. Et en mars 1996, la maison est finie, ses ouvertures proposent un fort rapport à la terre, et le bâtiment réinterprète l'écriture du bâti traditionnel avec un ancrage dans le paysage et le territoire que le jardin va accompagner. Ce sera le jardin du Lanceau. Une première pépinière de 500 arbres est plantée en décembre 1995. Nous installons en mars 1996. Tant jardiné, longtemps. Le monde paysan avait cette mesure du temps liée à l'outil qu'il utilisait au travers des époques. Dépierrer un champ de 1 hectare représentait un an de travail pour un homme selon telle ou telle région. Et cette mesure s'est trouvée bouleversée après la Première Guerre mondiale, alors que l'industrie lourde avait un outil de production formidable, devenu inutile, et l'industrie chimique, des découvertes dont elle voulait continuer la production coûte que coûte. Les premiers tracteurs agricoles sont alors produits en série. En France, après la Seconde Guerre mondiale, Fernand Villaume, ingénieur agronome, lobbyiste, réunit le gouvernement qui doit nourrir un peuple, les paysans qui ont leurs problèmes de production, de maladies, et non plus de bêtes qui ont toutes été réquisitionnées par la guerre, et enfin les industriels, chacun servant les intérêts de l'autre pour faire naître une agriculture militaro-industrielle. L'accélération qui en résulte, la négation du temps et du vivant, nous pose aujourd'hui les problèmes d'insoutenabilité de ce rythme contre nature. Lucien Kroll, architecte urbaniste belge qui a fondé avec sa femme l'atelier d'architecture Simone et Lucien Kroll, nous parle de la complexité organique du civil opposée au simplisme militaire. On pourrait transposer cette dualité au Lanceau, où l'on sent cette opposition, mais c'est de la complexité organique du vivant dont nous parlons et on verra comment on y interprète le simplisme militaire.
Les outils agricoles sont donc des machines paramilitaires qui permettent de nier le rythme du vivant et de prendre la terre pour un support technique aux intrants et non plus comme un organisme vivant, alors qu'auparavant les fermes en polyculture-élevage travaillaient avec la chaîne du vivant. La terre était nourrie par le fumier des bêtes qui permettait à la culture des céréales qui nourrissaient en retour les bêtes et les gens. Il y avait cette diversité de production où chaque animal avait sa place et je dirais son utilité. Veaux, vaches, cochons, basse-cour, chiens, pigeons, tous formaient une chaîne et les produits non consommés étaient utilisés sur place et finissaient à l'élevage des animaux, l'ultime étant le cochon. Je pense d'ailleurs que la diversité du vivant apporte une densité du temps. On le voit bien à la ferme, où on a nos poulets, nos ânes, etc., les oies, les chiens, etc., qui contribuent à cette épaisseur du temps. Aujourd'hui, il s'est produit un clivage. L'agriculteur ne nourrit plus la terre, mais directement la plante avec des engrais chimiques, alors que l'on doit nourrir le sol et sa faune, qui nourriront la plante, base d'une agriculture saine et pérenne. Le labour, acte simpliste par excellence, est permis par ces machines surpuissantes qui tuent la vie du sol en retournant régulièrement les horizons aérobie et anaérobie. Et nous sommes dans une agriculture préhistorique qui persiste à tout ignorer du vivant. Il y aurait un chapitre à développer sur ce sujet, mais pour définir rapidement les choses, depuis les prémices de l'économie, le vivant, en tant que matière aléatoire, a été minimisé jusqu'à être exclu de l'équation économique. Et c'est sûrement une raison majeure pour laquelle il nous est aujourd'hui très difficile, voire impossible, d'en accepter les aléas. L'outil me semble être l'axe autour duquel les humains et leurs qualités, leurs carences, leurs connaissances, leur ignorance, leur génie, leur capacité d'observation, leur force, leur faiblesse se réalisent ou non. Le jardinier domine ou est dominé par son outil. Et plus l'outil est puissant, plus la domination est totale. C'est ici que le temps intervient. C'est là que nous pouvons espérer ralentir et donc prendre le temps d'observer et de conscientiser le vivant, en travaillant moins avec plus d'observation. Je parle souvent de cette loi très commune, bien que discutable, des 80-20. Si vous travaillez 95% du temps et observez 5% restant, ce qui est assez répandu, je pense, vous êtes mauvais pour votre corps, mauvais pour votre esprit et pour le vivant. J'espère être à 80-20, l'observation intellectuelle y étant pour 80% et l'action physique pour 20%. Bien sûr, avec l'âge, je vais tendre vers le 95-5, puis vers le 99-1. Le 100% jardiner, c'est regarder, me semble être une posture, et je ne la partage pas souvent, de temps en temps, mais pas souvent. Car il y a toujours pour le jardinier cette participation au vivant, à l'élaboration du jardin, qui me semble primordiale, comme tout animal qui intervient sur le territoire ou dans le jardin contribue à cette élaboration. Un simple trait de coupe de tondeuse peut parfois organiser plusieurs hectares. Quelques branches d'arbres remontées découvrent le paysage alentour et relient le jardin à son territoire. Ce sont de toutes petites actions qui construisent notre sens de l'esthétique. Le jardinier dominé par son outil produit des jardins qui vont vite et cet espace maîtrisé que l'on voit si souvent. On pourrait appeler ça le jardin des 4 outils. Taille-haie, tronçonneuse, tondeuse, souffleuse. Panoplie du non-jardinier qui donne des espaces figés et stérilisés. J'étais dans ce jardin pour un projet et alors que nous parlions avec l'architecte, un jardinier tournait autour de nous avec un tracteur énorme alors qu'il n'y avait absolument rien à tondre suite à un été très sec. Mais il devait avoir un calendrier auquel se conformer. On constate généralement une rupture sociale, culturelle et temporelle avec le territoire dans lequel ces jardins sont installés. Essence végétale et méthodes utilisées n'interagissent pas avec le territoire, alors qu'à mon sens, il convient de recoudre le jardin avec ce même territoire par le végétal et les méthodes utilisées. La façon de se présenter au jardin dit la façon dont nous allons le traiter et aussi, à mon sens, l'attention que nous portons à notre territoire. Notre tradition de jardin à la française ne nous facilite certes pas la tâche. C'est un jardin de représentation sociale, politique, c'est la représentation d'une pérennité temporelle nécessitant une main-d'œuvre outillée. Nous ne sommes pas du tout dans l'univers du vivant.
Notre héritage semble avoir créé un décalage avec la nature. Il y a certes là beaucoup d'éléments à développer. Je vous invite à lire Valérie Chansigaud, La nature et les Français, pourquoi si peu d'amour, chez Actes Sud, qui est une historienne française des sciences et de l'environnement. Ou regardez le film de Jacques Tati, Mon oncle, qui date de 1958, dans lequel on voit sa réinterprétation du jardin à la française. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jacques Tati, c'est un très grand cinéaste français dont l'œuvre se situe entre le burlesque, la moquerie amusée et bienveillante de la société moderne. Avec cet héritage de jardin, il ne nous est donc pas possible de nous raccrocher à une tradition qui bien souvent propose un garde-fou. Regardez la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, les écrans bas, hauts, sur les frontages, et une façon de s'insérer et de nourrir la trame urbaine totalement différente de la nôtre. Je vais maintenant recentrer le propos sur ce rapport au temps et à l'outil que j'ai développé dans mon travail. Tout jeune, lors de nos vacances en montagne, un restaurateur m'avait appris à faire des jardins de mousse dans des boîtes à camembert. Je voyais dans ces espaces minuscules des plaines, bosquets, forêts, des ressauts. J'aurais pu les appeler jardins camembert, mais je les ai appelés jardins transportables. J'étais aussi fasciné par les oiseaux et voulais être ornithologue. A posteriori, c'est me semble-t-il, un bon préambule pour m'intéresser à leur milieu de vie, ce qui m'importe beaucoup maintenant dans mon travail. Et là, j'insiste sur l'importance de la qualité de la représentation graphique de laquelle je m'imprégnais pour apprendre à reconnaître les oiseaux ou les végétaux. Nous parlerons de PlanteNet vers la fin de la conférence. Apprendre la lumière. Je l'ai apprise par mimétisme, avec la peinture et la photographie. On le voit peut-être sur cette image, prise sur la côte belge, où l'on sent l'influence des tableaux flamands, peut-être Les Mangeurs de pommes de terre de Vincent van Gogh, avec une lumière de Edward Hopper, ce peintre américain qui m'a beaucoup marqué par sa lumière narrative, comme une évocation de l'immensité du pays avec une nouvelle palette de couleurs. Tout comme les musiciens américains, que l'on nomme parfois Maverick, ont ramené d'Europe leurs vieilles notes et ont fabriqué des sonorités à la mesure de l'espace du pays dans lequel ils vivaient. Là, on peut écouter Aaron Copland. Mais il me fallait ma propre façon d'éclairer que j'ai trouvée en travaillant avec du voile noir et non de la lumière artificielle, méthode simple qui consiste, lorsqu'on a une lumière trop plate, à couvrir le sujet dans une boîte faite avec du voile noir et de faire la lumière voulue en soulevant un coin de ce voile. Le sujet est alors dans la pénombre, on ouvre le diaphragme pour que son exposition soit correcte et le fond devient alors lumineux. C'est une illusion de lumière bien réelle, mais fabriquée avec de l'ombre. C'est un peu une méthode de feignant, très efficace pour éclairer un paysage entier, par exemple. C'est cette méthode que j'ai transposée au Lensois avec du végétal. Alors ça, ce n'est pas mon travail personnel, c'est une photo, je ne sais plus, la Redoute ou je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas trouvé de chose mieux pour illustrer ce passage-là. Le temps photographié. Yasuhiro Ozu. En 1980, je fais des études de cinéma à Paris et je vois les premiers films d'Ozu qui arrivent en Europe. C'est pour moi un séisme et pour beaucoup de gens, je pense. Il est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas du tout de... C'était vraiment les prémices des films asiatiques qui arrivaient, on ne connaissait pas du tout. Ce qui me semble être une infinie observation, je le vois dans le premier livre traduit en français de Donald Richie, par le repérage jusqu'à l'épuisement, selon les termes d'Ozu. C'est une approche qui m'a beaucoup marqué dans ce sens d'un très fort engagement, une façon de s'ancrer dans le temps par cette grande précision et la récurrence des thèmes en apparence communs, les histoires familiales. La chambre photographique pour apprendre à regarder. De retour dans le Nord, j'ai acquis une chambre photographique grand format, avec laquelle je pensais tenir là la précision qui m'était nécessaire, et j'ai commencé à parcourir mon territoire. Lors de ces repérages, la chambre photographique conditionne la prise de vue. La lourdeur qu'elle impose dans les déplacements, le déploiement du matériel sur pied, le dessin de chaque image prise sur un carnet accompagné des annotations techniques pour le développement de chaque plan film, 2 par image, les semaines passées au noir dans le labo, les grandes quantités d'eau consommées pour le lavage,
le séchage de chaque épreuve dont les bords sont collés sur un support lisse, puis leur découpage. Bref, cette inertie de l'usage oblige à affûter le regard et organiser, en la projetant, la réflexion et la construction du travail. Devant une scène à photographier, le carton noir à la main dans lequel était découpé le format du plan film 4-5 inches, 10,2 x 12,7 cm, je cadrais l'image à venir, le point sur le menton pour l'optique 150 mm, avec l'amplitude du pouce et du petit doigt tendu pour le 210, puis il fallait sortir et déplier la chambre, ouvrir et stabiliser le pied à la hauteur de laquelle le précadrage avait été visualisé. Pendant ce temps, l'image se construisait dans la tête et se visualisait la mesure de lumière appropriée pour le traitement à venir, le zone système, ancêtre argentique du ton foncé, ton clair numérique. Venir glisser la chambre entre l'œil et la scène sur la rotule, le clic de la sécurité qui rassure, les mains qui connaissent par cœur la complexité de la machine et permettent de ne pas quitter des yeux la photographie. Ouvre le capot, déplie le soufflet par la pression d'un doigt sur la palette métallique sous l'optique, pendant que la main tire le chariot. L'image devient entêtante, mais la lumière stable sur la plupart de mes images ne me presse jamais. Un cadrage mental essaie de faire entrer des détails que je vois, rentreront-ils, puis il faut ouvrir la trappe arrière qui protège le dépoli, et alors s'immerger sous l'intimité du voile noir qui isole de toute lumière. Je ne vois alors qu'une faible image sur le dépoli. Il faut rester devant cette image inversée le plus longtemps possible, ne pas remonter à la surface, surtout, alors que dans cette pénombre, la pupille s'ouvre peu à peu, laissant apparaître l'image avec plus de précision. La composition inversée affinant la pertinence du précadrage. 20 ans après, je me souviens exactement de la pression qu'il fallait exercer pour armer l'obturateur, le bruit mécanique raffiné qu'il produisait, puis il fallait visser le déclencheur souple, le jeu des doigts qui écarte le dépoli et l'autre main qui glisse le châssis avec les deux plans film. Le regard toujours fixé sur la scène, qui vérifie ce qu'il ne peut plus voir une fois le châssis engagé. Ouvrir le volet, le retourner pour signaler le plan film insolé une fois l'image faite. Une pression du pouce sur le déclencheur me faisait retenir ma respiration pendant que je comptais en crocodile, un crocodile pour chaque seconde, jusqu'au claquement sec de l'obturateur définitif qui me disait « tout peut s'écrouler, c'est dans la boîte ». Ce sont des outils qui nous impressionnent. Rien à voir avec les bruits de déclenchement reconstitués électroniquement, fabriqués sur la mémoire de la sensualité que pouvaient produire ces machines usinées avec une précision extrême. C'est la précision qui fabrique le bruit, comme l'intérieur d'un bâtiment parfaitement réglé produit son enveloppe extérieure. Ces outils prévenaient de la désinvolture que nous avons adoptée avec nos téléphones, par exemple. La désinvolture n'imprime aucune image lors de la prise de vue. Cependant, cet outil numérique permet la fabrication d'un grand nombre de reproductions qui devront être analysées, décryptées et conscientisées après coup seulement. Le travail de construction, très utile lors d'analyse du site, par exemple, se faisant à rebours en quelque sorte. C'est en fait remonter la trame de l'histoire après coup lors de l'analyse des images. Maintenant, je vais vous montrer quelques images faites avec cet outil. Donc, j'ai photographié beaucoup de fermes où j'aimais beaucoup ces traces d'usage qui se superposent. C'est en fait des bâtiments très, très techniques qui sont très pragmatiques et qui présentaient une organisation, une fonctionnalité des bâtiments qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, ce que je remarque, c'est que c'est aussi ce qui m'intéresse, c'était le silence de ces images, parce qu'en fait, chaque fois, je photographiais ces bâtiments. Et les images sont très très silencieuses, alors que normalement ça devrait grouiller d'animaux, de tracteurs, d'entrée et de sortie. Mais ce n'est pas du tout le cas sur ces images. J'ai photographié aussi pas mal de séries de granges comme ça, que je recomposais pour en proposer une reformulation, une autre hypothèse en quelque sorte. La photographie propose toujours des hypothèses, alors que dans le vivant, on les essaye, on les met à l'épreuve. Et pour ma part, au jardin, j'essaye de les fabriquer. Ça, c'est une série d'images qui a été faite dans la Villa Cavrois à Roubaix,
Une architecture de Robert Malley Stevens, architecte moderne des années 20, pour qui, entre autres, la lumière était un matériau qui nécessitait une réflexion à part entière. Ces images ont été réalisées toujours à la chambre, dans la villa, juste avant son saccage. À l'époque, la lumière est pour moi devenue une obsession. J'adorais cette inertie de l'outil qui me permettait de voir autre chose. S'il y a beaucoup de façons d'exprimer le temps, la lumière me paraît en être une, et la chambre grand format est parfaite pour ça. On voit qu'il traite la lumière comme un flux vivant. Je pense que très peu de salles de bain seraient conçues comme ça maintenant. Ce seraient des lavabos frontaux avec une lumière frontale. Rien que le fait de proposer deux angles de lumière différents est absolument magnifique. On voit là le rapport pictural à l'extérieur que Malley Stevens n'a d'ailleurs jamais pu voir, puisque à l'époque, ces arbres qui poussent assez lentement devaient être très petits. On ne pouvait le voir que de nos jours, alors que les arbres avaient grandi, mais lors de la restauration, une partie du patrimoine du patrimoine arboré a été coupée pour les besoins des travaux, pour laisser passer l'outil. Nous sommes en France et l'option couper et éventuellement replanter est la première option. Faire l'effort de protéger, quasiment jamais. Il me semble que les gens ont peur de paraître faibles s'ils tiennent à la protection des arbres, qui me semble pourtant être une nécessité élémentaire à l'altérité. Par contre, on va muséifier un arbre décrété remarquable, le protéger, l'entourer de toutes les attentions et décrets, alors que nous ferions mieux de laisser le temps aux arbres de devenir remarquables. Décréter de futurs arbres remarquables est un positionnement qui me paraît beaucoup plus intéressant. En France, l'arbre est en sursis, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays où il est un patrimoine. Ici, à Essen, en Allemagne, on voit ces platanes gigantesques frôler les façades. Et vous voyez que sur les branches, on voit que ils n'ont jamais été taillés, ils ont été taillés en transparence, mais pas du tout en réduction, et ils sont vraiment magnifiques et ils ont été respectés, c'est pour ça qu'ils sont magnifiques. Ici, c'est un travail sur Euralil. J'ai mis quelques images seulement. En 91, à Lille, le plus grand chantier d'Europe se construit à la porte de ma maison. J'habitais à Marques à l'époque. Et je décide de le photographier. Je le ferai pendant 1 an, tous les week-ends, à la chambre photographique. Puis la seconde année, plusieurs fois par semaine, quand les ouvriers ne sont plus au travail. En fait, j'y trouve cette complexité organique qui oriente très vite mon travail vers des portraits d'ouvriers par les traces qu'ils laissent le soir, plutôt que des vues édifiantes et attendues de ce genre de chantier monumental. Le projet devenant alors d'avoir en permanence et quasiment en temps réel une expo du travail des ouvriers dans une base vie, ce qui ne pourra se faire pour des raisons X. Beaucoup de séries de tables, d'établis, d'outils, etc., qui se sont succédés au fur et à mesure de l'avancement du chantier, selon les besoins. Des outillages rudimentaires sans souci esthétique. La difficulté était de les photographier sur le même registre, le plus simplement possible. Et avec sa lourdeur, la chambre permet ce retrait, cette réflexion lors de l'élaboration de l'image qui n'aboutit que lors du traitement et du tirage labo d'ailleurs. Là, ici une taloche, on est quand même sur le chantier le plus technique d'Europe, c'est pas mal. Et escalier coulé en place, branché sur place. Là, c'est les 2 seules images que j'ai mis en scène. J'ai laissé un petit indice derrière pour montrer la mise en scène parce qu'ils étaient dans un coin photographiable, mais sinon tout a été photographié sans aucune mise en scène, bien sûr. Ce tas de sable qui était sous une dalle, en fait, et qui a dû être mis là avec une manche, et l'ouvrier a dû aller rechercher sa manche. C'est pas, voilà, une trace, c'est absolument magnifique.
beaucoup de tas de gravats à un moment aussi. Ils ont dû avoir un changement de SPS et ils ont dû nettoyer. Et c'est intéressant, l'ombre inversée des objets sous les dalles qui était très impressionnante parce qu'en fait, c'est un peu comme une image qui se retourne dans une caméra obscura. Là, on a vraiment une fente de lumière entre les deux dalles, et ce qui fait que l'ombre est projetée derrière et l'image semble inversée. D'ailleurs, j'avais fait encadrer une image et il me l'avait encadrée à l'envers. La précision de certaines corporations qui sont très rangées, des images assez étonnantes de ségrégation, on pourrait dire. Ça, c'était plutôt vers le début du chantier avec beaucoup d'escaliers et de passerelles. J'aimais trouver mon écho dans ce qui me semblait être une organisation tangible, c'est-à-dire non hasardeuse. Je pourrais relier cela à l'infinie observation dont je parlais au sujet du travail de Ozu. Ce repérage constant, presque obstiné, d'un lieu qui devient un monde. La chambre permettait cela. Je pense qu'Ozu a travaillé sur la famille de cette manière et ce qu'il raconte de ces familles appartient de façon intemporelle au peuple et à la société japonaise. Comme Paul Strand, photographe et cinéaste américain, a photographié le village de Luzzara en Italie comme socle de sa réflexion politique, sociale et pour incarner visuellement et matériellement ses convictions créatives et politiques. Là, c'est l'université de Saint-Andrew qui parle. Pour ma part, ce travail photographique était plutôt un travail de fondation. Le temps du jardin. En 1995, je cherche une page blanche pendant un an et je trouve un terrain avec un limon argilo-sableux au sud de l'île, près de la forêt de Marchienne. Donc là, en fait, la ferme est ici. Il y a 2 hectares là et 1 hectare ici. La tourbière ici, chez nous, fait partie de cette grande tourbière ici. Et elle est vidée par le courant de Koutiche, par le décours qui est là. Et toutes ces traces noires sont bien sûr de l'eau qui prend le temps de percoler et de rejoindre les nappes phréatiques. On en parlera après. Une partie du site est une tourbière donc, et l'exploitation par les fermiers a été stoppée dans les années 60 et aucun ouvrage agricole lourd du genre silo n'est à démonter. Il n'y a juste aucun arbre, on remarque l'alignement de saules communales en bord de terrain. La photo date de 66. Les saules qui sont ici. Et en fait, il y a juste l'ombre du noyer qui est là, le seul arbre de la ferme, qui s'est couché depuis et qui pousse toujours très bien couché. Ici, un plan de la ferme en 2012 avec le bâti, la frayère qui vient d'être creusée, la compensation carbone. Donc là, ici, on a la frayère qu'on voyait, le petit bout de frayère qu'on voyait qui est maintenant, enfin, le petit bout de tourbière qui a été transformé en frayère, on va en parler. La compensation carbone du chantier ici. La première pépinière 1995, 1996, 500, 500 et 750 arbres, 97 ici. Donc bien sûr le bâti, grand verger, petit verger, basse-cour, ancien potager qui est maintenant une pépinière et nouveau potager beaucoup plus petit. On voit là le site en 1995. C'était magnifique, hein, une vraie page blanche. Comment c'est une page blanche? J'avais bien ma page blanche et je me dis qu'avec le recul, aménager l'espace, c'est sûrement créer du temps. J'ai fait l'achat d'un fonds de pépinière de 10 arbres, pépinière Henbel, et voici le premier grand sujet planté. Bon, il n'est pas très grand, mais il était beaucoup plus grand que les pépinières qui étaient déjà plantées. Là, nous devons être 3 ans après et on commence à extraire les arbres de nos pépinières pour créer les alignements.
Et vous remarquez que, donc là ici, il y a des grands arbres qui vont être plantés avec en dessous des haies d'arbustes, un chemin qui va être là, et pour recoudre les parties ensemble, c'est-à-dire cette partie-ci qui va être des grandes pâtures ensoleillées, et ces parties-ci qui vont être beaucoup plus ombrées, il y a quelques arbres, des hêtres, des chênes, etc., qui vont faire le passage entre les deux, recoudre en quelque sorte les parties ensemble. Nous avions fait un voyage au Ladakh quelque temps auparavant et j'avais été frappé de voir leur façon de planter et de végétaliser. À ces altitudes, on se doute de la fulgurance du potager qui doit nourrir l'estomac, mais aussi l'esprit entre les deux périodes de neige avant de replonger dans un hiver blanc, raison de ces fleurs mêlées aux légumes, je pense. Cette organisation qui ne nous paraît pas rationnelle du tout doit l'être dans ces conditions de vie extrêmes. Et là, je pense au journal des 5 saisons de Rick Bass. C'est la vallée du Yak aux États-Unis, donc ce n'est pas le même thème, mais c'est pas mal. Pour ma part, le potager ne m'intéresse pas du tout, c'est beaucoup trop rapide pour moi. La capitale Leh est à 3500 mètres d'altitude et en arrivant en avion, on voit ces lentilles vertes qui sont les cultures posées à même la pierre au fond des vallées. Un programme gouvernemental favorisait la plantation des saules pour retenir la nappe phréatique. On voit ces jeunes saules avec des protections en boîte de conserve au fond et les saules plus âgés qui sont maintenus en tétard pour une exploitation du bois, mais aussi pour permettre le maintien de l'herbe en dessous pour le pastoralisme. Et cette différence étonnante de milieu que la végétation permet avec ces montagnes qui montent à 5000 mètres et ces oasis, la limite se faisant sur quelques centimètres. C'est sur ces quelques centimètres que l'on comprend la fabrication de ce paysage, comme un bon outil que l'on entretient avec attention. Les pierrages et le nivellement ont permis la pousse de l'herbe par accumulation de feuilles pleines de matière organique et minérale. Les saules sont régulièrement étêtés pour conserver de la lumière au sol et permettre le pâturage, en plus de produire beaucoup de bois de chauffage. L'été, ils permettent de maintenir la nappe phréatique haute par la capillarité ainsi que la fraîcheur par évapotranspiration du feuillage. Au printemps, leurs racines facilitent la pénétration de l'eau dans le sol. C'est un tamponnement naturel qui, offrant un milieu plus stable, va permettre à un écosystème de se développer. Les murs en pierre sèche qu'accompagnent les saules permettent une vie animale plus diversifiée que celle du chaos initial. Le pâturage des chèvres va apporter la matière organique nécessaire à la dynamique de la couverture végétale, la période estivale étant ici très courte. Les arbres vont puiser les matières minérales dans la roche avec l'aide des champignons et les déposer à la surface du sol à l'automne, autre source de nourriture pour la faune du sol, vers de terre et colamboles, pour dire rapidement, qui vont la décomposer et la rendre disponible pour la végétation. Les oiseaux attirés par la nourriture vont participer à ce flux vital, amender les sols à leur façon et disséminer les graines des arbres. J'arrête cette énumération qui pourrait encore durer pour nous poser une question. Alors là, je vous mets quelques images de la frayère qui a été étrépée cet hiver. La pelle est passée hier, on voit les traces du godet, et déjà le lendemain matin, voilà, le flux recommence, les feuilles tombent, c'est absolument incroyable, et après on voit l'émergence des fourmis, etc. C'est très très beau. C'est en fait cette conférence sur l'outil qui m'a fait penser à cette question passionnante. Dans nos écosystèmes ravagés, qui nécessitent une restauration, voire une renaturation, un écosystème créé par l'homme devient-il un outil ? Comme un bon outil, il peut en avoir toutes les aménités et demander toutes les attentions, les réglages les plus précis. Les déséquilibres que nous lui avons infligés depuis des milliers d'années et la mise en pièces de cet organisme, nous intimons de l'observer, de le comprendre pour le laisser se développer.
lui donner une autonomie enfin infinie, car nous aurions compris la complexité de l'élaborer. Nous aurions compris que si sa fabrication est un travail nécessitant un grand savoir, son fonctionnement est plus complexe que la plus complexe des machines que nous ayons fabriquées. Chaque arbre est d'ailleurs plus complexe que la plus complexe des machines que nous ayons fabriquées. Imaginez une graine de quelques grammes qui va former un organisme complexe de plusieurs centaines ou milliers de tonnes. Un organisme qui soit un corps mort à 98%, 2% seulement sont vivants et entretenus par l'arbre. Nous sommes déjà très loin de nos meilleures espérances pour nos machines. Ces 2% sont juste sous l'écorce. Ce sont le cambium et l'aubier. Imaginez un végétal qui a une durée de vie potentiellement infinie, qui peut perdre toute ou partie de sa structure, il n'est pas centralisé, et se régénérer car il est en fait une colonie de milliers d'arbres. Passer 500 ou 2000 ans au même endroit sans épuiser son milieu, mais en le ressourçant. Se défendre des agressions extérieures sans aucune stratégie d'évitement, juste par ses défenses chimiques. Il est vrai nombreuses. Communiquer des informations à ses congénères par l'air ambiant ou le sol. Imaginez un organisme qui génère lui-même un milieu en puisant le sous-sol, attirant une activité formidable autour de ses racines, la rhizosphère, qui s'associe avec d'autres organismes, les champignons, pour remonter les minéraux de la roche-mère et les déposer au sol comme une manne, permettant ainsi une explosion de vie autour de lui, qu'il serait encore long de relater ici. Je ne parle pas ici d'une boîte à outils pour ne pas nous commettre avec les services écosystémiques. La définition communément admise de ces services est par le MEA, Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, dit que ce sont les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. N'ayant qu'un but, celui de nous rassasier encore un peu plus. Nous faisons appeler une forêt puits de carbone, c'est d'un cynisme stupide, mais je vous parle ici d'un outil avec lequel nous puissions développer les interrelations et bien sûr les interdépendances avec le vivant. La survie de l'un étant la survie de l'autre, même si la mise n'est pas équitable, la survie des milieux étant assurée, la nôtre pas. La question est complexe car peut-être mal définie. Il est difficile de choisir une action qui définisse un terme concret, tant notre action a mis à mal notre planète, mais il faut pourtant commencer à reconstruire, à mettre en relation le vivant pour créer un paysage, et les termes se bousculent, se chevauchent et on ne sait lequel, influencé par notre action, émergera en premier. Milieu, habitat, écosystème, continuité écologique, paysage, intégrité écologique, réseau écologique, biotope, écotone, biocénose, vivant, matrice écopaysagère, etc., etc. Le paysage pourrait-il alors être un outil de transition vers notre âge d'homme? Alors ce n'est pas du tout une assertion genrée que je fais, c'est juste un hommage à la librairie de l'âge d'homme qui était à Lille avant, rue de la Monnaie, je crois, ouais, rue de la Monnaie, dans laquelle on allait tous chercher nos livres le samedi matin. C'est maintenant un magasin de fringues. C'est magnifique. Le paysage pourrait-il donc être un outil de transition vers notre âge d'homme, un outil de compréhension de notre place dans le vivant? Le monde scientifique nous dit bien que les bactéries qui nous habitent sont plus nombreuses que les cellules humaines qui nous composent et que, en ce sens, nous pouvons dire que nous sommes des écosystèmes. Sommes-nous arrivés à un tel point de déliquescence de notre façon d'être au monde et de nos écosystèmes que nous ne puissions plus accepter cette évidence? Les bons jardins que j'ai faits sont fabriqués comme des machines, des écosystèmes qui interrogent le jardinier, qui nous replacent dans la chaîne du vivant, efficaces pour l'intimité, nécessaire à la vie harmonieuse de ses habitants humains, avec un dispositif de filtre végétal précis, j'entends, mais aussi pour le vivant sauvage, celui-ci dépendant de la justesse du projet, mais surtout de l'observation du jardinier qui en aura la charge. Un de mes plus beaux jardins est un jardin que je n'ai pas fait. Il est aux Andelys et a été commencé il y a 22 ans. J'y ai, je l'espère, ensemencé un jardinier. Je ne lui ai pas appris par addition de connaissances, qui pose vite un problème d'alimentation, mais plutôt par le vide créé, le questionnement infini que pose le jardin qui se met en mouvement, l'envie et peut-être même le besoin de connaître plus.
Fabriquer un jardinier est sûrement la première chose à faire lorsque l'on crée un jardin. Je reviens sur ce paysage créé au Ladakh qui nous semble être en interdépendance avec l'homme qui a planté et chéri cet outil organique. Le paysage et l'homme s'aidant mutuellement sur un territoire d'une rudesse extrême. Peut-être le climat rude permet-il cet échange qui ne tolère ni l'écart d'attention, ni n'autorise la désinvolture, l'existence du paysage et de l'humain s'entretenant mutuellement en étant profondément liés l'un à l'autre. Sous notre climat tempéré, nous avons eu la possibilité de la désinvolture à l'égard du paysage et de ses écosystèmes, tout en conservant une vie possible, pas formidable, mais possible. Là, vous pouvez effectivement vous dire encore Rick Bass. Sans doute cette désinvolture est-elle une des raisons pour lesquelles nous ne pensons pas avoir envie de comprendre la nature et encore moins d'entrer en interaction avec elle. Baptiste Morisot, philosophe français, nous dit que nous devons prendre acte de l'appauvrissement de la relation que nous tissons avec le monde vivant. On n'y voit rien, on n'y comprend pas grand-chose et surtout ça ne nous intéresse pas vraiment. Ça n'a pas de place légitime dans le champ de l'action collective, dans la fabrique du monde commun. Vous trouvez ça dans Manière d'être vivant, Actes Sud, que vous avez sûrement lu. De retour du Ladakh, je me rends compte que les arbres qui bordent le terrain, à Marchienne, étaient des saules. J'ai prélevé des perches et j'en ai fait des boutures, des tas de boutures. Faire pousser ma propre ombre. On ne peut définir la qualité d'une lumière qu'avec de l'ombre, ce qui ne veut pas dire que sans ombre il n'y ait pas de lumière, mais que sans ombre il serait impossible de définir sa qualité. En effet, si vous cadrez une page blanche et que vous regardez dans le viseur de l'appareil, il vous sera impossible de définir la qualité de la lumière qui éclaire cette feuille. Est-elle dure, douce, sauf à disposer votre main, par exemple, entre la lumière et la feuille. Là, c'est ma fille qui passe devant le flash au moment où je fais une reproduction. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on voit la qualité de la lumière. Au Lanceau, exactement de la même façon, en installant l'ombre, le but était de fabriquer différentes qualités d'ombre, légères, profondes, de saule ou de sycomore, de lisière, de clairière, hautes et alors diffuses ou basses et tranchantes. Il suffirait d'ici quelques années de lever un coin du voile pour retrouver de la lumière, comme on travaille en laboratoire, un tirage argentique. En procédant par retranchement, par abattage, on retrouve une lumière de qualité en une journée, alors qu'il faut attendre 15 ans pour obtenir une ombre de qualité. J'ai donc surplanté des baliveaux et maintenant nous procédons par retranchement pour retrouver de la lumière où c'est nécessaire. Je vois cela comme le processus d'une épreuve photographique végétale. On voit ici en 2020, en bord de la pinède du jardin clos, nous avons abattu un chêne rouge et replanté un jeune cornouiller cousa dans la lumière créée. Pendant que l'on essaye de comprendre le site que l'on a acquis et comment on va organiser cet espace, ce qui prend bien 3-4 ans, les baliveaux poussent et sont devenus de jeunes arbres que l'on sort des pépinières, ici 10 ans après leur transplantation, pour créer les alignements, les bouillés, les pleins, les vides, etc. En 2005, on a là notre première génération de chênes qui poussent dans les fossés semés par les geais. Les geais ont aussi commencé à coloniser la peupleraie voisine avec des chênes, et je pense inévitablement au texte « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, écrivain français qui décrit un berger provençal replantant des montagnes entières avec des fruits d'arbres, glands, faînes, graines d'aulne, de bouleau, etc., et redonne vie à cette région dévastée par les charbonniers. La règle de l'outil. Vous avez dû remarquer que dans l'image d'ouverture, il n'y a pas d'outil. Au jardin, il y a plutôt l'observation, qui est le temps d'apprentissage nécessaire à la maturation de la justesse du projet, la puissance de l'outil pouvant nous amener à déborder du cadre raisonnable. J'entends par cadre raisonnable celui qui permettra les interrelations avec le vivant sur le long temps.
L'outil doit être utilisé avec discernement seulement lorsque l'on a un projet et non de façon dogmatique. Plus son usage est dédié et unique, plus vous devrez vous en méfier et interroger les autres formes d'intervention possibles. Je pense aux robots tondeuses, par exemple, ou aux souffleurs à feuilles, tous deux des outils à un seul usage qui, en l'occurrence, aseptisent le milieu sur lequel ils sont utilisés. L'outil m'est pourtant très précieux et la plupart de ceux que je possède ne me font pas oublier ma peine, dans ce sens où je connais le danger d'être grisé par une trop grande efficacité. Aussi, j'utilise quelques règles pour ne pas être dépassé. Règle 1, toujours se promener les mains dans le dos jusqu'au moment où le projet devient évident. La réflexion n'a jamais rien détruit. Règle 2, avoir un vrai projet avant d'entamer tout travail. Le nettoyage du jardin n'étant pas un projet. Recherchez toujours l'action la plus juste, la plus légère, celle qui permettra encore les interrelations avec le vivant une fois le travail terminé. L'argument « t'inquiète, ça va repousser » n'en est pas un. Règle 4, être capable de nommer avant de détruire. Si vous désherbez une plante dont vous ne connaissez pas le nom, allez chercher une bonne flore dans votre bibliothèque. Si vous n'avez ni bibliothèque ni flore, PlanteNet est peu recommandé. C'est cependant un outil qui accumule sa connaissance à force d'occurrences positives, et dans quelques années, PlanteNet sera peut-être un bon outil de détermination à force d'utilisateurs. La question reste, doit-on l'interdire aux étudiants ? Je l'utilise moi-même, mais il me semble ne pas retenir ce que j'y apprends. Je pense que c'est une question de représentation. La mémoire du nom étant indubitablement liée à une bonne représentation qui va vous marquer, fût-elle approximative. Et là, je pense à ma flore Bonnier, qui doit dater de 72, qui est une flore avec des dessins assez simples, mais qui étaient très très marquants, je pense. En règle 5, donner autre chose à voir pour réduire l'impact d'un gros travail, pas forcément juste. Prenons un champ d'ortie qu'il vous presse de faucher, il y a sûrement une autre action à mener, quelques branches d'arbres à relever en lisière pour ouvrir la vue au loin et donner à voir, ou juste pratiquer un trait de coupe au milieu de ce champ d'ortie pour interagir avec lui. S'y promener et voir au travers du dessous, et l'envie de les couper passera. Aussi pourront-elles alors continuer à accueillir charançon, chenilles de papillon, celle de la petite tortue ou du pan du jour, du morosphinx, ou être un aimant à pucerons, ceux qui n'iront pas dans vos cultures et nourriront fourmis et passereaux. Règle 6, s'arrêter, se donner du recul, puis reprendre. C'est salvateur pour le jardin quand on vient d'acquérir une tronçonneuse, par exemple. Relire cependant la règle numéro 1. Règle 7, préférer la méthode de feignant, toujours. Ma définition en étant travail bien fait dans la meilleure économie possible de soi et de temps. Règle 8, se méfier de tous les outils qui vous dispensent d'aller sur site. Là, j'ai mis entre parenthèses, ne pas oublier d'en parler aux étudiants. Aussi, de ceux qui vont vous faire rentrer plus tôt. La méfiance n'en exclut pas l'utilisation, mais relire encore la règle numéro 1. Et enfin, en 10, toujours se rappeler que la première élégance du jardinier étant de ne pas montrer qu'il est passé. Les entreprises ignorent l'élégance qui n'est pas facturable, mais lui préfèrent le décibel, unité de mesure efficace qui précède la facture. La frayeur, installer le milieu. Attendre. Nous avions cette parcelle en bord de décours qui était régulièrement inondée, mais sans réel accès pour les poissons. Après un premier essai infructueux de barrage souterrain réalisé par le parc lors du curage du décours, je lis De la Marche de Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste et poète américain, texte dans lequel, en 1850, il recherche une ferme aux États-Unis et n'a pas de mots assez durs pour juger le peu de cas que les fermiers américains font de leurs terres. Il dit que cependant, il a vu une terre qui l'intéressait, sombre, humide, dans laquelle il y avait la vie, c'était un marais. Ça me donne l'énergie pour retourner voir le parc qui avait alors des subventions pour recréer des frayères à brocher. Cela consiste à rendre des pâtures inondables qui sont sèches l'été et sans herbe,
et sont immergés l'hiver. Les brochets entrent sur la pâture et déposent leurs œufs, leurs frais, sur les herbes, d'où le terme frayère. Ce qui compte ici est d'installer le milieu qui convienne à la biodiversité la plus large que le site puisse accueillir, puis il faut attendre. Si on a bien fait le job, le milieu accueillera une grande biodiversité. Les grands principes en sont un relief très doux, de façon à avoir différents biotopes, une terre pauvre en nutriments, condition obligatoire pour la biodiversité, et pas d'ombre, pour garder une dynamique maximale du milieu. L'observation est ici déterminante, car d'année en année, les plantes et les animaux font leur retour et la gestion de la parcelle doit être à leur écoute. La compensation carbone. Un des enjeux du chantier était de faire sa compensation carbone par la plantation d'arbres. J'aurais aimé savoir combien il fallait planter d'arbres, 1, 100, 1000, 10 000, pour compenser 600 litres de gasoil, le déplacement des techniciens, le dossier papier en X exemplaires, mais le parc n'a pas su faire ce calcul. Nous avons donc pris cette parcelle haute qui jouxte la frayère, nous l'avons bordée de haies nourricières et de saules têtards, nous y avons planté 3 essences, 2 mellifères, le tilleul à petite feuille et le châtaignier, et une essence tampon, le chêne pédonculé, appelé à être abattu pour éclaircir le peuplement, faire du bois de chauffage et pérenniser les essences mellifères. Voilà encore quelques baliveaux dont certains, j'espère, vont devenir remarquables pendant que le monde fait autre chose. Travailler en temps maillé est une expression qui vient des filatures de la région, qui signifie que quelque chose se fait pendant que l'on fait autre chose. Je fonctionne beaucoup de cette façon qui revient à ancrer des jalons dans le temps. Si nous étions dans une optique de service écosystémique, quel service aurions-nous objectivé ? La production de miel, celle de bois, un soutien alimentaire aux abeilles qui n'ont pas de nectar durant la période estivale, un soutien aux apiculteurs, un puits de carbone, les floraisons attirant les insectes, ce serait un soutien aux oiseaux, ou dans cette région minée par les peupleraies, un meilleur équilibre pour la faune locale, ou encore un but de promenade pour le tourisme avec sa communication appropriée, vantant cette démarche originale. Vous comprenez bien là les limites des services écosystémiques qui sont de tirer un bénéfice de plus de la nature. Les employer pour vendre un projet à des élus non sachants est à discuter, mais sûrement pas pour former des étudiants. Le fil d'eau et le percolateur. Donc sur cette image de 66, on voit la scarpe, le décours et la traitoir. La scarpe qui est au milieu, le décours ici, la ferme étant là, et la traitoir sur l'autre bassin versant. Chaque fossé, c'est en fait des fossés, hein, c'est pas des rivières, il n'y a pas de source. Chaque fossé déversant l'eau du bassin versant dans la scarpe au milieu. À cette époque, nous avions encore ces zones humides dans lesquelles l'eau pouvait percoler et rejoindre la nappe phréatique. La biodiversité inféodée à ces milieux était importante. La pression foncière qui a suivi a fait que nous ne laissons plus le temps à l'eau de pénétrer dans le sol et d'y être stockée. Les permis de construire des livrets dans des zones humides rapportent des impôts, mais obligent le comité d'assèchement à drainer toujours plus. L'outil est puissant, et plus l'outil est gros, plus les bêtises le sont. L'outil avec lequel on se présente au paysage nous dit la façon dont nous allons le traiter. L'Europe subventionne la pose de drains plastiques, et dès que la goutte d'eau touche la terre, une grande partie est récupérée par le drain. C'est la naissance du fil d'eau qui se déverse dans le fossé, qui grossit le décours, qui est déchargé par des vis sans fin dans la scarpe, qui va les amener dans l'Escaut, et toute cette eau finit à la mer. On veut évacuer l'eau, or on ne se sert plus de la planète comme d'une éponge pour la stocker. On voit ici la frayère quelques années après sa réalisation. Ici, la mare prairiale au premier plan, et la partie frayère est ici.
Lors de la mise en charge de la frayère, l'eau du décours est pompée vers la scarpe et l'eau n'a pas le temps de percoler ni le temps d'élever des brochets. J'ai donc mis un merlon de terre pour garder l'eau de la mare plus longtemps dans la saison pour les batraciens, les libellules et toute la faune inféodée à cette mare. Cette image illustre bien le propos précédent. On voit au premier plan la mare prairiale qui a été déconnectée du décours par un petit merlon et la frayère connectée au décours. Pendant la nuit, alors que la veille au soir, les deux niveaux étaient identiques, le matin, les pompes du décours ont littéralement vidé le bassin versant de son eau, alors que le niveau de la mare prairiale n'a pas bougé et va percoler doucement, créant un milieu plus stable dans lequel la vie peut prospérer. Et au fond, c'est ni vraiment sec, c'est un milieu ni vraiment sec ni vraiment humide, c'est un milieu en pleine tribulation de nos exigences. Cette frayère a aussi été pour moi l'occasion de voir entrer le monde chez soi. Quand l'eau monte, c'est un sentiment assez émouvant, mais c'est un peu comme le paysage, emprunté, vous empruntez les usages, mais aussi les mésusages. Et on le voit entrer parfois, on voit parfois entrer les déchets, la pollution qui eutrophisent le site, etc. Là, nous suivons notre compensation carbone qui compense de plus en plus, et bien plus encore car elle nourrit beaucoup avec les châtaignes, les glands et les floraisons, les haies nourricières plantées en périphérie, les jeunes saules qui préparent la prochaine génération de saules creux, indispensables à un écosystème très riche. Alors que les drains plastiques n'ont qu'un seul usage, le saule en a d'innombrables. Mais l'Europe subventionne le drain plastique et non les solutions pérennes à long terme. Nous avons perdu l'usage ancestral des saules têtards qui généraient les zones humides, ces fossés creusés qui sont des drains à ciel ouvert. Ces saules qui servaient de piquet de clôture avec une durée de vie d'au moins un siècle, on coupe une perche de 3 mètres et on la plante comme une bouture, on peut ainsi y accrocher sa clôture immédiatement. Je ne connais pas beaucoup de matériaux qui ont une durée de vie d'un siècle. Ces saules servaient de bois d'œuvre ou de chauffage, aussi d'abri pour la faune et la vie. Il accueille environ 590 formes de vie différentes, tout comme le chêne, alors que le platane n'en accueille que 2. Le platane inoxydable de nos villes n'a aucun intérêt pour la faune, c'est l'arbre plastique. Un autre effet des saules étant qu'ils vont décharger les pâtures en eau à la reprise de végétation au printemps et que le fermier pourra mettre ses bêtes au pré plus tôt. Il maintient aussi la nappe phréatique haute par la capillarité constante qu'il exerce en été, vous voyez ce qu'on racontait au Ladakh, et permet à l'eau de percoler le long des racines en hiver. Il a donc aussi un effet de régulateur sur le niveau de l'eau. Rien à voir avec le drain plastique qui ne remplit qu'une seule fonction. Et là, on peut se poser la question, quand un objet ne remplit qu'une seule fonction, est-ce un bon objet ? Alors, j'ai pris un objet usuel, un banc, à la base bien pensé pour permettre aux gens de se retrouver, de converser, d'échanger. Vous voyez cette photo magnifique de Gary Winogrand, c'est une densité d'humanité sur 5 mètres. Corajou parlait de civilité que seule la ville peut produire. On peut aussi se reposer sur le banc. Et cette personne a l'air bien détendue. Et ici, une simple barre anti-SDF qui ne permet plus qu'une seule position lui enlève toute civilité et ne permet plus les nombreux usages qu'il avait. La seule position permise étant la position assise. Alors, quand un objet ne remplit qu'une seule fonction, on peut se poser la question, est-ce un bon objet ? S'immerger dans le vivant. Immerger la maison dans le vivant, c'est amener la vie tout proche. Voir les oiseaux venir se nourrir sur les arbres, collecter les mousses pour leur nid, voir les gouttes d'eau qui perlent sur les feuilles, c'est voir les insectes venir butiner, comme dans un gigantesque aquarium, même si on ne sait pas toujours si nous sommes observateurs ou observés. Mais c'est aussi un bon outil de climatisation du bâtiment. Une ceinture d'arbres nord-sud-est-ouest
climatise la maison et chaque orientation a sa fonction. Les saules têtards au sud protègent la maison du soleil et apportent la fraîcheur à la cour. Ici, ils ont été étêtés et n'ont pas encore la hauteur suffisante pour cela. Maintenant, j'ai un système plus affiné où je ne coupe que les grosses perches et en laissant les petites perches, ce qui fait qu'on a une rotation beaucoup plus coulée et qui est beaucoup plus agréable et efficace pour climatiser la maison. À l'est, on a les ormes, ici des ormes résistants à la graphiose, les Sapporo, Ulmus resista, Sapporo gold, et les élantes près du pignon de la bibliothèque qui continuent la ceinture de fraîcheur. On voit ici le rapport des ouvertures à la terre que l'architecte a voulu. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas l'architecture qui a commandé une telle proximité du végétal. À l'époque, il ne faut pas oublier que ce n'était que de la pâture à perte de vue. C'est vrai que ces tablettes très basses étaient un peu troublantes à l'époque, puisque de la fenêtre jusqu'à des kilomètres, on n'avait que de l'herbe. Et je pense que c'est ça aussi qui a le projet architectural qui a ensemencé le jardin. Au nord, le problème est inverse et on va chercher la lumière avec des arbres lumineux qui vont aller capter la lumière au-dessus du fêtage. Donc là, ici, on est au solstice, hein, donc la façade nord est éclairée, mais ça marche très bien aussi à toutes les saisons, tant que les feuilles sont sur les arbres, bien sûr. Et la lumière va être répandue dans le jardin et la maison, et c'est sûrement une technique très photographique. Donc ces arbres en poule ici sont des robiniers frisia, des acacias frisia. Acacia et robinier, c'est la même chose. Ils sont plantés très proches de la maison pour ne plus avoir l'ombre de la toiture qui forme cette barre rectiligne au sol. C'est une façon de noyer l'ombre dans l'ombre, en quelque sorte. Là, on a le rapport du bâti au jardin et l'alignement de pins sylvestres à l'ouest a une orientation nord-sud. Et l'ombre qu'il crée va parcourir le paysage tout au long de la journée. Le soleil se lève à l'est et projette l'ombre des pins à l'horizon à l'ouest. Puis cette ombre va peigner le jardin jusqu'au soir et chaque partie de paysage au soleil va passer à l'ombre. Ce qui ne serait pas le cas d'un alignement est-ouest qui produirait une ombre très stable avec un déploiement sur plusieurs mois et non pas sur une journée. Réduire la distance accélérait les ombres. C'est une façon de sentir la course du soleil en amenant le végétal au contact de la maison, car il y a cette densification du temps par les variations rapides que la lumière propose. Ces deux images ont été prises à une demi-heure de distance. Et le soir, on a le jardin, notre jardin qui est dans l'ombre de nos arbres, et on se sert alors de la lumière stable des pâtures voisines pour le rétro-éclairer. On a une approche beaucoup plus précise de la lumière en amenant le végétal proche. Et on a là encore deux images plus tard en automne. Le paysage emprunté. C'est la vue la plus ouverte de la ferme à l'est qui va se refermer par ces semis de glands que les geais ont laissé traîner. Effectivement, la vue se referme, mais si on se projette et si on ne vient pas d'acheter une belle tronçonneuse que l'on rêve d'essayer, cette proposition des geais peut devenir constructive. Il suffit d'attendre que l'ombre se forme et de la découper pour retrouver la vue. Pas de tronçonneuse, de l'observation et juste une scie. On tend vers le concept de shake japonais qui est le paysage emprunté, donnant l'illusion que notre jardin est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Mais emprunter le paysage, c'est en emprunter les mésusages. Et on retrouve là l'ordre simpliste militaire réalisé avec des machines paramilitaires. Quant à nous, on va continuer à remonter les houppiers de façon à retrouver la découpe du sommet des arbres alentour d'ici quelques années. Chose que maintenant on a retrouvée d'ailleurs.
un jardin d'herbe à réévaluer constamment. Au Lançon, nous ne sommes pas dans un jardin de représentation sociale qui prône la permanence, la stabilité, qu'elle soit économique, idéologique, politique, mais dans un jardin d'herbe. On voit que la tonte assure le simplisme de l'ordre militaire qui permet la complexité organique du vivant et propose une organisation du paysage avec peu d'énergie utilisée mais une attention permanente. Quand une pluie couche les herbes avant les visites, que faire? On passe par des états absolument merveilleux mais très fragiles. Et en fin de saison, il faut observer ce que propose le jardin et comment le territoire qui l'entoure répond. Quand couper les herbes, faut-il les couper de façon dogmatique? C'est mort, on coupe? Ou les couper en prévision de l'arrivée d'une pluie pour une repousse rapide? Est-ce le bon moment pour la faune? L'effet n'est-il pas tout simplement beau? Plus beau qu'une tonte à cette période de l'année? Vous comprenez aisément que cette problématique d'entretien est intimement liée à l'outillage que l'on déploie ou non, l'outil nécessitant beaucoup de savoir pour l'utiliser à bon escient. Ici, à ce stade, l'utilisation d'une faux serait hasardeuse et pénible. Mieux vaut travailler avec une débroussailleuse équipée d'une lame. La coupe sera faite au mieux, permettant à la faune de passer au-dessus ou au-dessous de la lame. Et l'évacuation de produits de fauche, pour ne pas eutrophiser le site, sera aisée. Si votre débroussailleuse est équipée d'un rotophile, l'herbe et la faune seront hachées et les produits de fauche laissés sur place car difficiles à exporter. Quand on n'a pas le bon outil, on n'a généralement pas la bonne méthode car on n'a pas passé assez de temps, les mains dans le dos, à observer les choses, tout cela étant bien évidemment lié. Ce n'est donc pas l'outil, mais sa puissance et notre méconnaissance qui empêchent les interrelations et interdépendances avec le vivant. En définitive, la puissance de l'outil nous rend arrogants et la méconnaissance du vivant fait la partie obscure du travail. Ne faut-il pas tout simplement remonter les couronnes pour régler les pleins et les vides? Voilà, autant de questionnements qui nous obligent à observer finement et prendre position à toutes les saisons. Expression du vivant, expression du temps. Je ne respecte jamais au jardin la bonne vieille règle des 2/3 de caduc, 1/3 de persistant, peut-être pour échapper à cette représentation acceptable du jardin, c'est-à-dire qui ne nous questionne pas trop en réalité, qui ne nous dérange pas trop et ne nous apprend rien. Là, pour parler de l'entropie, j'ai choisi une définition de Philippe Rham et Jean-Gilles De Coster, deux architectes suisses. L'entropie est un nivellement physique et chimique, progressif et inéluctable, dont le processus se met en place par l'absence d'apport d'énergie extérieure. C'est un système fermé. Vous trouvez ça dans Entropie, Négantropie, Le Jardin sauvage, Lausanne 97. C'est une définition assez simple d'un phénomène complexe. Dès que l'on veut évoquer l'entropie, beaucoup de questions de type esthétique, biologique, pratique ou éthique surviennent, alors qu'une végétation de persistant et qu'un bon calendrier d'entretien au jardin rassurent et permettent d'avoir le sentiment de maîtrise sur le vivant ou sur le sauvage. Ici, on voit les graphismes délicats des robiniers, du port des arbres, des verticales des aralias, etc., des ports compacts d'une aubépine qui s'appelle Nana. Là, d'un rosier toujours qui est semi-persistant, qui s'appelle Rosa mutabilis, qui fleurit très très longtemps, toujours un petit peu chiffonné, on dirait des feuilles, des fleurs qui sont toujours un peu en papier crépon, mais qui ont une rémanence le soir dans la lumière vespérale, c'est très très beau. Les eupatoires qui vont rester érigés tout l'hiver, si on leur en donne la possibilité, bien sûr, et qui vont passer par bien des états avant d'être fauchés au printemps et mis en fagot pour que les insectes s'y abritent dans leurs tiges creuses. Les voilà dans le jardin clos, accompagnés de graminées qui vont rester érigés tout l'hiver, prendre les variations de temps et continuer à apporter cette structure souple sous la structure rigide des pins. Beaucoup d'entreprises auront déjà coupé cet état d'entropie
pour signaler leur passage aux clients et pouvoir facturer. Nous sommes dans le même jardin avec ce foisonnement contrôlé qui consiste, entre autres, à conserver dans ce poirier sauvage une ombre suffisamment claire pour pouvoir cultiver au-dessous. Cet élagage se fait tous les ans ou tous les 2 ans à la scie et à l'échelle, à la fin de l'hiver ou par une taille en verre durant l'été avec la montée de sève, après la montée de sève à partir de fin juin, ce qui permet d'avoir une répartition harmonieuse entre ombre et lumière. Une intervention à la tronçonneuse produirait des masses d'ombre figées. Et on voit là la structure de l'arbre qui a été prise il y a quelques jours. Cette structure forte qui a été formée dans l'arbre mère par une réduction de houppier et qui se termine harmonieusement par des tire-sèves. On voit, c'est un poirier, donc ça monte très très fort, très très haut, très très droit. Et on voit que très très jeune, il a été mené de façon à le réduire, garder le moins de hauteur possible et une forme la plus harmonieuse possible. Sur cette structure, on voit les réitérations qui sont là, ces petites branches qui sont là, qui partent tout droit, qui sont de jeunes arbres. Je vous parlais tout à l'heure d'arbres colonnières. Les réitérations sont de jeunes arbres qui poussent sur l'arbre mère, plongeant leurs racines dans les parties humides, sous l'écorce, sous le cambium, dans le cambium. Les racines des réitérations qui cherchent à rejoindre le sol se soudent et forment un manchon qui constitue le cerne annuel. Alors juste un petit mot sur les 2 modes de croissance des arbres. Les arbres sont soit des organismes colonnières, soit des organismes unitaires. Un arbre unitaire a une seule unité architecturale qui grandit toute sa vie. Cette unité ne peut s'adapter aux aléas de son environnement. C'est un modèle archaïque, dans le sens c'est un modèle assez primaire. Le séquoia est un exemple d'arbre unitaire. C'est un très bel arbre, mais c'est archaïque. Pour l'arbre colonnière, Francis Allais, qui a d'ailleurs inventé ce concept, nous donne sa définition. Mécanisme par lequel l'arbre crée ses structures, des unités architecturales qu'il répète à l'envi et additionne aux unités antérieures. Donc là, vous avez en face de vous, non pas un arbre, mais des centaines d'arbres, peut-être même des milliers d'arbres si on l'avait laissé pousser. Là, une vue des féviers d'Amérique sunburst, très lumineux, accompagné de saules blancs en tétard qui bordent la pépinière. Les orties au pied des saules, à gauche, sont intéressantes. La masse est intéressante, il faudra juste les enlever avant qu'elles n'égrènent. Elles reviendront sûrement. L'année suivante, les orties arrachées ont dû retourner la terre et des pavots somnifères ont pris la place. Les digitales vagabondent à droite. Ces bisannuels font leur cycle végétatif en 2 ans, les feuilles la première année, il faut savoir les repérer, et la hampe florale la seconde année. Si nous les voulons, nous devons être attentifs à ne pas les désherber la première année. Cette vue prise depuis la pépinière lors d'un coup de vent, c'est une image que j'aime beaucoup, j'ai la photographie, mais plus le tirage végétal, c'est le vent qui l'a faite. Nous pourrions aussi parler du temps météorologique. Le changement climatique nous obligeant à changer de palette végétale et il faut aux jardiniers et aux entreprises des techniques de plantation parfaites pour que les plantes puissent résister à certaines saisons très sèches que l'on a. Il faut aussi abandonner l'espoir de cultiver certaines espèces et adapter notre palette végétale à l'image de nos habitudes en tant que citoyens. Nous devons changer rapidement. Nous devons cependant travailler à partir de notre palette régionale, de laquelle émergera les taxons résistants au changement climatique, et c'est donc une forte base de végétaux régionaux mélangés à des apports exogènes que je préconise. Les arbres, voilà les arbres. J'ai trouvé cette phrase dans le titre d'un article. Le journaliste expliquait qu'elle provenait de livre Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, qui relate l'histoire de la Sicile et de la transition entre un ordre ancien et un ordre nouveau. Ça, c'est la définition de Wikipédia que je vous donne.
J'adore cette phrase, aussi évocatrice que courte, et je me demandais ce qui pouvait agir sur moi au travers d'elle. Alors à partir de ce postulat, j'imaginais une scène qui se passe à la fin du XIXe siècle, époque que décrit le roman, en Sicile, sous une chaleur torride sûrement. Le livre parle de la chaleur comme s'il neigeait du feu. Une voiture à traction animale avance sur un chemin carrossable pour ramener ses occupants chez eux. Le paysage doit être aride, mais vallonné, car à l'approche de la maison, un voyageur voit en premier les houppiers des arbres qui doivent être imposants et sous lesquels les bâtiments doivent se trouver. Il s'écrie « Les arbres, voilà les arbres ». Cette phrase simple et émouvante traduit la présence bienveillante des arbres retrouvés. Une corporalité, peut-être même une humanité, dans le sens de la reconnaissance de cette altérité qui nous fait nous sentir plus humains. Je vous remercie de votre écoute.